La sœur de ma femme a porté une fausse accusation contre moi, et ma femme ainsi que toute sa famille l'ont immédiatement cru. Ça a provoqué un conflit grave, qui a fini par détruire ma vie. Après ça, j'ai acheté un billet aller simple, et j'ai disparu. Des années plus tard, elle m'a retrouvé et s'est présentée désespérée à ma porte. On n'oublie pas le son de la trahison. Ce n'est ni un tonnerre, ni une sirène. C'est tranchant. Brutal. Comme du verre brisé dans la poitrine. Ce jour-là avait commencé comme tous les autres. J'étais dans la cuisine, écoutant distraitement la radio, en remuant mon café. Le soleil du matin passait doucement par la fenêtre. Je revenais de la boulangerie avec du pain frais et du lait d'amande, le préféré de Tessa. Je fredonnais une vieille chanson sans y penser. La vie était banale, paisible, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai cru que c'était la sœur de Tessa, encore une fois sans prévenir, comme à son habitude. Alina entrait toujours chez nous comme si elle aidait à payer le loyer. La plupart du temps, elle ne me regardait même pas, ce qui, honnêtement, ne me dérangeait pas. Je la supportais uniquement par amour pour ma femme. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Un regard agité, étrange, dans ses yeux écarquillés. Et derrière elle, Tessa. Le visage figé, comme si elle avait vu un fantôme. Je me suis retourné lentement, ma tasse de café encore en main, prêt à dire bonjour. Mais je n'en ai pas eu le temps. Adrien m'a mise enceinte. 4 mots. Jeté comme une gifle. La voix d'Alina tremblait à la fin, comme une mauvaise actrice dans une scène mal jouée. Et moi, j'étais figé. Paralysé. L'air a disparu. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je n'ai rien dit, non pas par culpabilité, mais parce que mon cerveau refusait de croire que ça se produisait vraiment. Quelle mauvaise blague c'était. Mais Tessa, elle ne m'a rien demandé. Elle n'a pas cherché la vérité dans mes yeux. Elle n'a pas hésité. Son visage s'est tordu de dégoût. Et sans prévenir. Clac. Sa main a frappé ma joue si violemment que ma tête a tourné. La tasse m'a échappé des mains et s'est fracassée sur le carrelage. Je n'ai même pas levé la main à mon visage. Je suis resté figé. Pas à cause de la douleur, mais à cause du choc. En une seconde, la femme avec qui j'avais construit une vie, partagé des secrets, murmuré dans le noir, était devenue une étrangère, les yeux en feu, la bouche pleine de poison. Tessa, ai-je murmuré, retrouvant enfin ma voix. Mais qu'est-ce que tu... Je n'ai pas fini ma phrase. Ses frères ont fait irruption dans la maison comme s'ils attendaient déjà dehors. Jared et Marco, 2 armoires à glace toujours en quête de domination, n'ont posé aucune question. Ils m'ont saisi, un à chaque bras, et m'ont traîné à travers la maison comme un chien sale sur un tapis blanc. J'étais encore pieds nus. En vieux t-shirt. Tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Lâchez-moi, ai-je murmuré, faible, perdu. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne voulaient pas écouter. À peine dehors, Jared m'a mis un coup de poing dans le ventre. Marco m'a plaqué contre la clôture avec une telle force que ma vision s'est assombrie pendant une seconde. Je n'ai pas réagi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que j'aurais dû crier, les traiter de menteurs, me défendre. Mais je n'ai rien fait. Les voisins nous observaient depuis leurs fenêtres. Quelqu'un de l'autre côté de la rue a commencé à filmer. J'ai vu le reflet d'un téléphone au moment même où Jared a craché près de mes pieds et a crié. Sale malade. Ma vue s'est brouillée. Pas à cause de la douleur, mais de la honte. Une honte qui n'était même pas la mienne, mais qu'on m'avait enfoncée dans la gorge de force. Ils m'ont laissé là, blessé, humilié, seul. Et Tessa ? Elle n'a même pas bougé. Elle n'est pas sortie voir si j'allais bien. Elle est restée là, sur le pas de la porte, les bras croisés, toujours avec son alliance au doigt. Comme si ça signifiait encore quelque chose. Son visage. C'était un mélange de chagrin et de certitude, comme si, pour elle, j'étais déjà mort. J'ai boité jusqu'au trottoir. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des appels que je n'ai pas pris. Et franchement, je ne savais même pas quoi dire. Salut, c'est marrant, hein ? La sœur de ma femme m'accuse d'un truc immonde. Et apparemment, j'ai déjà été jugé, condamné et exécuté avant même d'avoir compris ce qui se passe.
Je suis rentré. J'ai pris un sac à dos et j'ai commencé à y mettre mes affaires. Je n'ai fait aucun adieu. Je n'ai pas essayé de m'expliquer. Pourquoi faire? Il ne voulait pas la vérité. Il voulait un coupable. Un monstre sur qui cracher, pour mieux se sentir juste. Tu passes ta vie à croire que tu bâtis un foyer, que l'amour c'est la sécurité. Mais la vérité, c'est que certaines personnes te tournent le dos à la première occasion. Si c'est plus facile que de poser des questions difficiles. J'ai regardé la tasse brisée par terre. Puis mes mains tremblantes. Mes doigts étaient tachés de sang, je ne savais pas si c'était à cause des éclats ou des coups. Et à ce moment-là, ça n'avait plus aucune importance. J'ai pris une douche. J'ai bandé mes côtes avec une serviette. Et sur le miroir embué de la salle de bain, j'ai écrit une seule phrase avec du savon. Tu n'as même pas posé de questions. Et je suis parti. Sans crier. Sans discours dramatique. Juste un homme au visage tuméfié et au cœur vide, quittant une vie qu'il croyait réelle. Je ne savais même pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. C'est curieux, on pense toujours qu'on reconnaîtra l'instant précis où tout s'effondre. Qu'il y aura des sirènes, une voix intérieure. Mais parfois, il suffit d'un mensonge. Et d'un coup. Et ce coup n'a pas touché que mon visage, il a détruit une partie de moi qui ne reviendra jamais. On dit que la vérité libère. Mais seulement si quelqu'un est prêt à l'entendre. 2 jours plus tard, je suis entré dans une bibliothèque publique à la périphérie de la ville, juste pour consulter mes emails. Un truc simple, annuler des abonnements, changer des mots de passe. Mais j'ai vu l'objet d'un message. Notification de mise à pied administrative. C'était de mon entreprise. Je suis resté assis sur cette chaise en bois dur, la capuche tirée sur mes yeux, et j'ai lu le message 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Face aux accusations graves circulant en ligne, la direction a décidé qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise d'entamer une procédure de suspension pendant l'ouverture d'une enquête formelle. Quelles accusations? Je n'avais rien publié. Je n'avais parlé à personne. Juste aux pompistes et aux propriétaires du motel, qui voulaient juste savoir si ma carte bancaire passait. Mais la rumeur avait pris des ailes. Je suis allé sur les réseaux sociaux, que je n'utilisais presque jamais. Et c'était là. Un post. Sans nom, mais avec assez d'indices pour que n'importe qui nous connaissait comprenne. Homme marié. Belle-sœur. Scandale. Grossesse. Trahison. Justice. Des publications remplies d'insinuations, de phrases sorties de leur contexte, et bien sûr, des gens qui donnaient leur avis comme s'ils avaient tout vu de leurs propres yeux. Des hommes comme ça, il y en a partout. Ils méritent de pourrir. Pourquoi personne ne croit jamais les femmes? Déchet. Juste un déchet. C'était comme assister à mon propre enterrement. Un enterrement virtuel, où au lieu de fleurs, on te jette des pierres. Le 3e jour, j'ai reçu un message de mon propriétaire. Et mec, désolé, c'est rien de personnel. Mais les autres locataires sont mal à l'aise. Je vais devoir te demander de partir d'ici la fin de la semaine. Je suis resté un moment à regarder mon téléphone avant de répondre. Aucun souci. Je pars aujourd'hui. Et je suis parti. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas essayé de m'expliquer. Parce que j'avais compris une chose. Quand un homme est accusé de quelque chose, surtout quelque chose d'aussi immonde, la vérité ne compte pas. Du moins, pas au début. Les gens choisissent un camp. Et la plupart choisissent celui qui les fait se sentir mieux dans leur peau. Tu serais surpris de voir à quelle vitesse quelqu'un peut devenir invisible. Il y avait une boulangerie dans la rue d'Aix-en-Grave-Côté où j'allais chaque matin. La patronne, une dame appelée Madame Ingram, me servait toujours le café avec un sourire et disait: Retour à la routine, hein? Un jour, je suis entré comme d'habitude. Elle s'est figée en plein mouvement, m'a regardé, puis a regardé le comptoir, et a murmuré: Aujourd'hui, on est fermé. Il y avait 3 personnes assises derrière moi. Une femme dans le coin a chuchoté: C'est lui. Je suis sorti sans dire un mot. Le 5e jour, mon téléphone était devenu pratiquement un poids mort. Tessa m'avait bloqué. Sa mère, Héloïse, aussi. Et tous ses amis qu'on invitait pour les soirées vin et les anniversaires? Disparus. Même des connaissances lointaines, amis d'amis, avaient effacé mon numéro.
On aurait dit que tout le monde avait peur que la rumeur les touche eux aussi, juste par proximité. Je me souviens d'un jour où j'avais aidé Héloïse à porter tout un ensemble de meubles de jardin jusque dans son jardin, en pleine canicule. Elle m'avait appelé « l'homme le plus fiable de la famille ». Et maintenant, elle commentait sur Facebook, sous une publication sur les trahisons familiales. Certains hommes sont des loups déguisés en famille. Des loups. Je n'étais même plus un être humain. Je m'étais tué après le coup. Après les coups. Après la honte. Mais lire ça a brisé quelque chose de petit et définitif en moi. Je voulais hurler. Me battre. Publier des captures d'écran, des audios, des messages, n'importe quoi pour me défendre. Mais je n'avais rien. Parce que rien ne s'était passé. Pas de rendez-vous secret. Pas de flirt. Rien. Il n'y avait pas de preuves parce qu'il n'y avait pas de crime. Mais personne ne voulait de preuves. Pas quand le mensonge est plus captivant. Un ami de la fac m'a appelé ce soir-là. Un des rares à ne pas avoir disparu. Mec, a-t-il dit prudemment, je veux pas me mêler, mais, c'est vrai. J'ai raccroché avant qu'il termine. Parce que si un type qui me connaissait depuis 10 ans devait poser la question. Alors je ne voulais plus jamais entendre sa voix. Je suis allé m'installer dans un motel miteux, à la sortie de la ville. Je suis resté des heures à fixer le plafond jauni, l'esprit tournant comme un vieux ventilateur cassé. Comment une seule phrase peut-elle détruire la vie d'un homme? Je repensais à tous ces moments que j'avais offerts gratuitement. Arriver tôt aux réunions de famille. Monter les meubles du cousin de Tessa quand il a emménagé. J'ai aidé Alina à installer une étagère pendant qu'elle restait au téléphone, disant que j'avais oublié une vis. Et maintenant, je n'étais plus qu'un fantôme dans la mémoire de tous. Une version déformée de moi-même, facile à haïr, facile à oublier, sans remords ni conséquences pour eux. Il n'y a pas eu de tribunal. Ni audience. Ni plainte officielle. Juste une histoire. Et une fois propagée, elle n'avait pas besoin de lumière, seulement de chuchotement. Ce n'était pas une question de justice. C'était un jugement. Un besoin d'avoir l'air moral. D'avoir l'air de quelqu'un qui croit les femmes, plus que de vraiment chercher la vérité. Et Alina. Elle a joué son rôle à la perfection. J'ai appris, par un ami d'un ami, qu'elle recevait des cadeaux de gens compatissants, des visites, des messages la félicitant pour son courage. Dans sa bio sur les réseaux sociaux, elle avait écrit « Survivante. Cœur brisé. » Ça m'a donné envie de vomir. Tessa? Pas un message. Pas un seul. J'ai vérifié mon compte en banque et compris que je ne pourrais pas rester là très longtemps. L'entreprise avait gelé mon indemnité. Et des rumeurs parlaient déjà d'un possible procès. Pourquoi? Même moi, je ne savais pas. Et c'est là que la peur a vraiment frappé. Pas la peur d'être détesté. Mais la peur d'être oublié. De devenir un rien. Un nom qui n'évoque plus que la honte. Je me suis regardé dans le miroir ce soir-là et j'ai à peine reconnu mon reflet. Barbe inégale. Regard vide. Et, pire encore, j'avais l'air coupable. Ça m'a terrifié. Parce que si même moi je me voyais ainsi, comment le monde me voyait-il? On pense que toucher le fond, c'est brutal. Mais non. C'est lent. Ça vient en couches, une à une, jusqu'à ce que tu comprennes que personne ne viendra te sauver. Et que, si tu veux survivre, tu devras devenir quelqu'un d'autre. J'ai fait mon sac. Vendu ce qu'il me restait. Et j'ai acheté un billet aller simple. Sans destination précise. Sans logique. Juste, loin. Loin du mensonge. Du coup. De ceux qui ont laissé tout se propager comme un incendie pendant que je brûlais au centre. Quand ton propre nom devient un fardeau, c'est qu'il est temps de l'abandonner. Ce matin-là, je suis entré dans une agence de voyage coincée entre une laverie et un prêteur sur gage du genre qu'on ne remarque même pas. La clochette a sonné, comme si elle n'avait pas retenti depuis des années. Une jeune femme derrière le comptoir a levé les yeux de ses mots croisés et m'a demandé. Quelle destination? J'ai hésité. N'importe où. Sauf ici. Ai-je murmuré. Elle a ri, croyant à une blague. Mais ce n'en était pas une. Je me fichais de l'endroit. J'avais juste besoin d'un billet. D'une direction. D'une chance de disparaître.
À la fin de la journée, j'étais assis dans un bus, en route vers une ville dont je ne savais même pas prononcer le nom. Sous un faux nom. Avec un sac à dos contenant tout ce qu'il me restait. 2 tenues de rechange, une paire de bottes, mon vieil ordinateur portable, et un carnet en cuir marron rempli de croquis, de notes et de souvenirs de l'homme que j'avais été. Le voyage fut long et silencieux. Je me suis assis tout au fond du bus, regardant le paysage défiler par la fenêtre. Les immeubles devenaient des champs secs. Puis des forêts. Puis un littoral sans fin. À un moment donné, j'ai arrêté de compter les heures. Je n'ai pas dormi. Presque pas mangé. Je suis juste resté là, à regarder. À penser. C'est étrange. Le genre de silence qui suit l'explosion de ta vie. Ce n'est pas de la paix, du moins, pas au début. C'est une brume anesthésiante. L'absence de bruit qui laisse place à l'écho de la culpabilité et de la confusion. Je repassais tout en boucle dans ma tête. L'agression. Le mensonge. La vitesse à laquelle tout le monde m'a tourné le dos, comme s'il n'attendait qu'un prétexte pour me haïr. Et je me suis demandé. Est-ce qu'il voyait déjà quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même? Est-ce que j'étais trop silencieux? Trop serviable? Trop facile à oublier? Ce dernier point me hantait. Facile à oublier. Quand je suis arrivé à destination, la brume extérieure était épaisse. Le bus était l'un des seuls véhicules sur cette petite route côtière. Le chauffeur s'est arrêté sur un parking de gravier et a dit « Terminus ». Ça m'allait parfaitement. L'endroit était petit. Isolé. Sans réseau. Juste des bâtiments en bois délavé, un port avec des bateaux attachés comme des chiens endormis, et une auberge qui faisait aussi snack. J'ai marché dans la ville, mon sac sur l'épaule, essayant de ne pas attirer l'attention. Un homme avec une cigarette au coin de la bouche réparait un filet sur un perron. Il m'a regardé. A hoché la tête. J'ai répondu de la même façon. J'ai demandé à la patronne de l'auberge si elle louait à la semaine. Elle m'a regardé de la tête aux pieds et a dit. Uniquement en espèces. J'ai payé les 2 premières semaines et demandé si elle connaissait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ça dépend, quel genre d'aide. N'importe quoi. Du moment que ça me fait bouger. Elle a pointé l'autre côté du port. Va voir Ben. Vieux fou qui cherche toujours des bras pour trier son bazar. Ben n'a posé aucune question. Il m'a juste donné une paire de gants et montré une pile de filets de pêche qui sentaient le sel et la pourriture. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Et, pour la première fois depuis des semaines. Personne ne chuchotait. Personne ne fixait. Personne ne jugeait. J'étais juste un gars avec des gants et une tâche à accomplir. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon dos hurle et que mes mains soient à vif. Puis je suis retourné dans ma chambre, je me suis effondré sur le lit mince, et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. C'est devenu mon nouveau rythme. Me lever. Travailler. Marcher. Dormir. Pas d'internet. Pas de gros titres. Pas de mise à jour. Juste de la brume, du sel, de la sueur, et du silence. Et, pendant un temps, ça m'a suffi. Je n'ai donné mon vrai nom à personne. Je me suis présenté comme Miles. Ça sonnait plus propre. Plus simple. Sans attache. Je ne parlais pas du passé et personne ne posait de questions. Certaines nuits, je marchais le long de la côte, laissant le vent glacial engourdir mon visage. D'autres fois, j'écrivais dans mon carnet. Rien de long, juste des fragments. Une pensée. Une phrase. Un mot. Parfois, je ne voulais même pas me souvenir. Je voulais juste me reconstruire. Dans la ville, les gens ont commencé à me reconnaître. Mais pas comme avant. Sans pitié. Sans murmure. Juste des salutations simples. Bonjour, Miles. Tu travailles à l'ouest du quai aujourd'hui? Tu prends ton café avec du sucre ou de la crème? Ils ne voulaient pas connaître mon histoire. Juste ma présence. Et ça, c'était nouveau. Plus je gardais tout pour moi, plus je trouvais de place dans ma tête. J'ai commencé à courir chaque matin. D'abord quelques minutes. Puis une demi-heure. Puis 8 kilomètres par jour. La douleur avait du sens. Elle était à moi. Mes jambes tremblaient,
Mes poumons brûlaient, mais c'était une souffrance qui avait un but. Après quelques mois, j'ai commencé à réparer des choses en ville. Des gouttières. Des cabanes. Des bateaux. Une femme appelée June m'a demandé si je savais mettre à jour le site de son commerce. J'ai répondu que j'étais pas très doué avec la technologie. Mais elle a insisté. J'ai emprunté un vieil ordinateur portable à la bibliothèque. Regardé des tutoriels. Lu des forums. Et j'ai trouvé une solution. Puis un autre commerçant m'a demandé de l'aide. Et encore un autre. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais quelque chose avait changé. J'étais encore invisible, mais cette fois, par choix. Je n'étais plus Adrien, l'accusé. J'étais Miles. Le gars avec ses outils. Avec du temps. Et sans passer à traîner derrière. Un soir, je me suis arrêté au quai après le travail, observant les bateaux qui dansaient sous le ciel bleu foncé. Les étoiles commençaient à apparaître, se reflétant sur l'eau comme si la mer était un miroir secret. J'ai pensé à Tessa. À son visage, au moment précis où elle a cru au pire de moi. Sans même hésiter. Je me suis demandé si je lui manquais. Si elle regrettait. Mais j'ai vite repoussé cette pensée. Parce que, ça n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce moment. Ce calme. Cette nouvelle version de moi, lentement reconstruite à partir des décombres de ce que j'étais autrefois. Pas de gros titres. Pas de groupe de discussion. Pas de coups. Pas de cris. Juste de la brume. Du sel. Du silence. Et le lent, conscient processus de devenir quelqu'un qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Le nom Miles n'était plus juste un masque. C'était devenu autre chose. Ce n'était plus un déguisement. C'était un nouveau départ. Je ne l'avais même pas choisi pour une raison particulière. Il était cousu dans le dos d'une vieille chemise de travail trouvée dans une boîte à dons près du quai. Des lettres effacées, du coton bleu. Quelqu'un l'avait brodé là bien avant moi. Et quand les gens ont commencé à m'appeler comme ça, je n'ai jamais corrigé. C'est faux comme une identité peut naître de fragments abandonnés. À la fin de ma première année dans cette petite ville noyée dans la brume, je n'étais plus juste en train de survivre. Je recommençais lentement et soigneusement à vivre. Ben, le vieux grincheux qui m'avait donné mon premier boulot, a fait un AVC cet hiver-là. Sa fille, Clara, est revenue pour s'occuper de lui. Elle était pragmatique, directe, souriait rarement, ce qui m'allait très bien. Un soir, alors qu'on fermait le hangar à filet, elle m'a demandé. « Tu te débrouilles bien avec les chiffres, hein ?» J'ai haussé les épaules. « Je suis correct. » Elle a jeté un carnet taché de sel sur la table. « Essaie de comprendre ce bazar. » L'inventaire de Ben était un désastre. Moitié écrit à la main, moitié stocké dans sa mémoire. Je suis resté éveillé toute la nuit à tout organiser. Réécrire les registres. Trier les reçus. Vérifier quelle licence de pêche était expirée. Le lendemain matin, j'ai remis à Clara un tableau clair et un système numérique simple de gestion. Ses yeux se sont agrandis. « Tu as fait ça en une nuit ?» J'ai acquiescé. Elle a fixé l'écran. « Tu as déjà pensé à faire autre chose que nettoyer des filets ?» La vérité ? Oui. En secret. Pendant les nuits sans sommeil. La programmation m'avait toujours intéressé. Mais dans ma vie d'avant, je n'en avais jamais eu besoin. J'étais le mari fiable. Le gendre qui réparait les gouttières. L'employé qui faisait tout tourner sans jamais lever la voix. Mais ici, j'avais du temps. Du temps pour construire quelque chose à moi. Ce soir-là, j'ai acheté un nom de domaine. amrefest.com. Ce n'était pas mon vrai nom, du moins, pas en entier. Mais c'était assez pour rendre hommage aux initiales que j'avais laissées derrière. Et à l'homme que j'essayais de devenir. J'ai commencé petit. En créant des sites pour les commerces du coin. Le fleuriste. Un café. Une entreprise de location de bateaux. Les clients ne voyaient pas mon visage. Ne posaient pas de questions. Ils aimaient juste le résultat. L'argent a commencé à entrer petit à petit. J'ai loué un petit atelier au bout de la ville, plancher en bois usé, fenêtres poussiéreuses. J'ai acheté un ordinateur d'occasion, une petite table pliante, une bouilloire électrique et un chauffage d'appoint. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était à moi.
Chaque vis que je serrais sur ce mur me rappelait. Je suis encore là. Je suis encore capable. Je suis encore en train de construire. Sans le vouloir, je suis devenu le gars de la tech, de la côte. La nouvelle s'est répandue. Un homme de 2 villes voisines est venu me demander de l'aide pour lancer une boutique en ligne de meubles artisanaux. Une prof retraitée voulait créer un blog. Une jeune mère voulait faire un site de recettes. Je n'ai jamais dit non. Je faisais payer un prix juste, pas bon marché. Les gens payaient à l'heure. Il apportait du café, du pain, des histoires. Et jamais, au grand jamais, il ne demandait. Tu viens d'où? Je ne sais pas si c'était de la politesse. Ou si, d'une certaine manière. Il me voyait déjà comme faisant partie de l'endroit. L'activité a grandi dans le silence. J'ai créé une entreprise distincte. Sponsorisé une petite course locale. Imprimé I'm Reeves Tech au dos des dossards des participants. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé là. Debout, dans une réunion du conseil municipal. Présentant un système numérique que j'avais développé pour gérer les réparations publiques. Voici Adrien Miles. Autrefois effacé du monde. Désormais applaudi par une salle remplie d'inconnus, qui ne savaient rien du scandale qui avait failli m'enterrer vivant. Je suis sorti de cette réunion et j'ai marché jusqu'au bord du quai, juste au moment où le soleil se couchait derrière les falaises. L'eau brillait comme de l'or fondu. J'ai enlevé mes chaussures. Je suis resté pieds nus dans le sable. J'ai laissé la marée effleurer mes orteils. Et j'ai pleuré. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'incrédulité. Parce que, contre toute attente, j'avais fait ce que je pensais impossible. J'avais construit une version de moi-même que personne ne pouvait accuser, tordre ou détruire. Un homme sans passé, juste un présent, qui m'appartenait enfin. Mais à chaque pas en avant, venait un murmure du passé. Parfois, je rêvais encore de ce jour-là. Le coup. Le regard de Tessa. Ses frères me traînant dehors comme un déchet. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Une partie de moi s'attendant encore à trouver un avis sous la porte. Ou une foule dehors, brandissant des torchets faites de souvenirs. Mais personne n'est venu. La vérité? Les gens ne chassent pas les fantômes. Et c'est ce que j'avais choisi de devenir. Et pourtant, j'ai gardé mes secrets près de moi. Le carnet où j'avais un jour griffonné ma douleur, était devenu autre chose. Maintenant, il contenait des plans, des maquettes, des checklists. Et, collé à l'intérieur de la couverture arrière avec un ruban adhésif noir usé. Il y avait une clé USB. Je l'emmenais partout avec moi. Elle contenait un enregistrement. Un enregistrement que j'avais reçu 6 mois après ma disparition, transmis par une connaissance d'une connaissance. Qui n'avait même pas idée du poids de ce qu'il m'envoyait. La voix d'Alina. En train de rire. De se moquer. D'avouer. J'ai dit que c'était lui parce que je détestais la façon dont tout le monde le trouvait parfait. Il me regardait comme si je n'étais rien. Alors j'ai fait de lui un rien. Je n'ai écouté ça qu'une seule fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste écouté. Puis j'ai sauvegardé une copie. Je l'ai rangée. Verrouillée. Et gardée près de moi. Pas pour me venger. Juste pour être sûr de ne pas avoir tout imaginé. Pour me rappeler que le monde avait vraiment été renversé à cause d'un mensonge. D'une femme jalouse. C'est étrange comme la guérison n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Je n'ai gravi aucune montagne pour hurler face au vent. Je n'ai pas brisé de mur. Je n'ai pas écrit de lettres de haine. J'ai juste continué à construire. Un site après l'autre. Un système après l'autre. Une victoire silencieuse à la fois. J'ai embauché 2 habitants du coin pour m'aider avec la surcharge de travail. Je les ai bien payés. Proposé des horaires souples. Quand on me demandait ce qui me motivait, je répondais. Je sais ce que c'est de se faire arracher la vie. Alors j'essaie d'en construire une que personne ne pourra me reprendre. C'était la seule vérité que je laissais filtrer. Parfois, j'entendais une voix de femme qui ressemblait à celle de Tessa. Ou quelqu'un mentionnait le nom d'Alina, et je me figeais un instant. Mais la ville avançait. Et moi aussi. Chaque fil que je réparais. Chaque bateau que j'aidais à numériser. Chaque mot de passe restauré.
C'était un morceau de moi qui revenait. Mais pas l'ancien moi. Un nouvel homme. Sans rien à prouver à personne sauf à moi-même. Un homme appelé Miles. Et maintenant? La seule chose à laquelle je répondais. C'était mon propre reflet. Et je me souviens du son avant tout le reste. Ce n'était pas un coup ordinaire. C'était frénétique. Désespéré. Comme quelqu'un frappant contre le mur, réalisant que la porte était la seule sortie avant de se noyer. Mes mains se sont figées sur le clavier. J'étais en train d'écrire un email à un client à Zurich, en négociant les derniers termes d'une mise à jour système. Le curseur clignotait, attendant mes pensées. Mais j'étais déjà debout. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait en rideaux. Épaisse. Sauvage. Tranchant l'air de côté, le genre de tempête qui transforme les rues en rivières. Le vent hurlait, comme s'il pleurait quelque chose. Un éclair a éclaté au-dessus de moi quand je me suis approché de la porte. 3 coups. Plus fort. Une voix étouffée. Mais familière. Ma main s'est figée sur la poignée. Et puis, j'ai entendu. Adrien, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur la deuxième syllabe. Un effondrement doux sous la pression. Elle ne sonnait plus comme avant. Fatiguée. À vif. Mais encore, inconfondablement elle. Tessa. J'ai ouvert la porte lentement. Pas par hésitation. Mais parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver de l'autre côté. Pour être honnête. J'avais déjà imaginé ce moment. Pas souvent. Mais assez pour savoir à quel point ma guérison dépendait encore du fantôme d'elle traversant mon passé. Elle était là. Trempée. Les cheveux collés au visage. Les yeux grands ouverts, chargés de quelque chose entre la culpabilité et le deuil. Les bras croisés contre elle-même, comme si elle essayait de se retenir de l'intérieur. « S'il te plaît, je sais que tu es là », murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Je ne bougeais pas. On restait là, à se regarder. Tandis que la tempête rugissait autour de nous. Je me suis dit à quel point elle semblait petite. Et à quel point, autrefois, j'aurais couru pour la faire entrer, lui sécher les cheveux, l'envelopper dans une couverture. Mais cet homme-là. Celui qui la protégeait de tout. Il ne vivait plus ici. Elle a tendu la main. Touché le montant de la porte comme si ça pouvait l'ancrer. Je t'ai cherché, dit-elle. Pendant des années. J'ai haussé un sourcil. Pas par surprise, mais parce que je ne faisais plus confiance à rien qui commençait par cette phrase. J'ai fait un pas de côté. Elle a hésité. Puis elle est entrée. Comme quelqu'un qui revient dans une maison dont le nom a été le sien. Mais qui ne se souvient plus de l'odeur. L'endroit était chaud, propre, minimaliste. Je vivais simplement, maintenant. Un canapé, une table, quelques photos encadrées de levers de soleil que j'avais prises lors de mes courses. Rien qui me liait à quelqu'un. Sauf à moi-même. Elle est restée là, sans savoir quoi faire, faisant couler l'eau de pluie sur le plancher en bois. « Comment tu m'as trouvé ?» ai-je demandé sèchement. Elle a détourné les yeux. Ça a pris du temps. Beaucoup de fausses pistes. J'ai dû engager quelqu'un. Quand j'ai compris, quand j'ai su la vérité, il fallait que j'essaie. J'ai observé chaque geste. Chaque pause. La vérité, ai-je répété, en pesant chaque syllabe. Elle a hoché la tête. Les larmes ont commencé à se former mais refusaient de tomber. Je ne suis pas venu pour me disputer. Je voulais juste, que tu me vois. Je devais t'expliquer. Je suis allé jusqu'à la table. J'ai ouvert le tiroir. Sorti la clé USB. Celle que j'avais portée comme une médaille secrète de survie. La preuve que je n'avais jamais utilisée. Jusqu'à maintenant. Je sais déjà tout, ai-je dit doucement, en tendant la clé. Elle l'a regardée comme si elle allait la brûler. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé, même si elle savait déjà. Prends. Écoute. Et si tu veux encore parler après ça, reviens demain. Elle ne bougeait pas. Pas même un battement de cils. Puis elle l'a prise avec des doigts tremblants. Et a hoché la tête. Je suis retourné à ma place. Je me suis assis. J'ai fixé à nouveau l'écran de l'ordinateur. Et ainsi, elle est partie. J'ai écouté le bruit de la porte qui se refermait.
Le son de ses chaussures trempées s'éloignant dans la pluie. Le vent cognant contre les fenêtres, comme s'il voulait entrer lui aussi. Et puis, le silence. Pendant des heures, je suis resté dans ce silence. Je n'ai pas touché mon téléphone. Je n'ai pas regardé l'heure. J'ai juste observé la fenêtre. Tandis que la tempête devenait une fine bruine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis allongé sur le canapé, les yeux au plafond. Pensant à toutes les vies que j'avais vécues depuis ce jour-là. Depuis le coup. Depuis que ses frères m'avaient battu. Depuis que le silence de Tessa était devenu plus bruyant que le mensonge de l'autre. Que espérait-elle trouver ici? Un homme qui attendait? Un cœur encore mou? Une âme avec un paillasson devant la porte? Je ne savais pas. Mais une chose, j'en étais sûr. Je n'étais plus son mari. Ni sur le papier. Ni dans le cœur. Ni dans l'âme. Le lendemain matin est arrivé enveloppé de brume. Épaisse et pâle, comme si même la ville voulait me cacher du jour qui venait. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas regardé mes mets. Je suis juste resté là, à la fenêtre. Avec une tasse de café noir. Sans rien attendre. Encore moins. Jusqu'à ce que je la voie. Elle n'a pas frappé cette fois. Elle s'est assise sur le banc de la véranda. Tête baissée. Les mains croisées sur les genoux, comme une enfant qui attend une punition. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu. Et j'ai compris tout de suite. Son visage était différent. Quelque chose avait changé. Les larmes avaient disparu. Mais le combat aussi. Il ne restait que le poids. Je suis sorti de la maison. Elle s'est levée. J'ai écouté, dit-elle. J'ai hoché la tête. Elle a dégluti. Je t'ai détruit. Je n'ai pas répondu. Adrien, je ne savais pas. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste cru ce qu'elle disait. J'ai levé la main. Tu n'as pas besoin de le dire. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si son propre corps essayait de retenir un flot qu'elle ne méritait pas encore de libérer. Tu me détestes, a-t-elle demandé, la voix cassée. J'ai regardé la mer. Les vagues étaient calmes, maintenant. Lentes. Non, ai-je dit. La haine demande de l'énergie. Et je n'ai plus rien à te donner. Elle est tombée à genoux. Et moi, je n'ai pas tendu la main. Je ne me suis pas approché. Je suis juste passé à côté d'elle. J'avais une réunion dans 20 minutes. L'un des plus gros contrats que j'avais jamais signé. Parce que la vie a continué. Et moi aussi. Elle est revenue le lendemain. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle est restée de l'autre côté de la rue, immobile, regardant la façade de mon atelier. Comme si elle essayait de rassembler assez de courage pour entrer. Je l'ai vue à travers les stores, pendant que je mettais à jour la sécurité de la base de données d'un client. J'ai continué à taper. J'ai continué à travailler. Parce que sa présence ne m'ébranlait plus. Elle ne provoquait plus rien. Ni colère. Ni nostalgie. Juste de la curiosité. Comme voir une tempête passer sur une montagne qu'on a déjà gravie. Quand elle a finalement franchi la porte. La clochette au-dessus a retenti doucement. Tu es occupé, dit-elle. Je le suis toujours, ai-je répondu, sans quitter l'écran des yeux. Elle est entrée un peu plus. A refermé la porte. L'air s'est empli d'embrun et de tissu mouillé. Elle portait encore le même manteau que la veille. Sa voix, plus basse maintenant. Comme si les années lui avaient arraché non seulement la confiance, mais aussi la couleur de son visage. Je n'ai pas dormi, murmura-t-elle. Je n'ai pas répondu. Pas de mots. Pas de compassion. Juste le bruit de mes doigts sur le clavier. Et le léger ronronnement du chauffage mural. Elle a marché jusqu'à un coin de mon bureau. Et est restée là, immobile. Attendant. Jusqu'à ce que je lève enfin les yeux. Il faut que je dise quelque chose, dit-elle. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai fait un simple signe de tête. Je ne savais pas qu'elle avait enregistré, murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour moi. Alina. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle avouerait. Mais elle l'a fait, ai-je dit. Tessa hocha la tête. Elle avala sa salive. Les mots coinçaient dans sa gorge.
Oui. Je le sais depuis 2 ans, ai-je dit calmement. Elle cligna des yeux, surprise. Quoi? Je le sais depuis 2 ans. Le mensonge. L'enregistrement. Tout. Elle fit un pas en arrière, comme si je venais de la frapper. Avec le même silence qu'elle avait utilisé contre moi. Mais tu n'as rien dit. Non? Pourquoi? Demanda-t-elle, réellement bouleversée. Parce que la vérité ne changerait pas ce que tu as fait. Elle n'annulerait pas l'agression. Elle n'effacerait pas tes frères me traînant sur la pelouse comme un criminel. Elle ne corrigerait pas les semaines où je me suis caché d'un monde qui m'a craché dessus, pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors je me suis tu. Je voulais voir ce qui te pèserait le plus, mon absence, ou ta culpabilité. Elle porta la main à sa bouche comme si elle allait vomir. Je pouvais voir ses jambes trembler. Je serais revenu plus tôt si j'avais su. Mais tu ne voulais pas savoir, l'ai-je interrompu. C'est ce que tu évites. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as pas douté. Tu n'as même pas hésité. Tu l'as choisi, avant même de m'écouter. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Épaules affaissées. Visage pâle. Et puis, elle a pleuré. Adrien, dit-elle. Alina pleurait. Elle a dit que tu l'avais regardé avec haine. Que tu l'avais coincé. Qu'elle ne savait pas comment dire non. Mes yeux se sont plissés. Et ça a suffi pour que tu penses que je méritais d'être détruit. J'avais peur, éclata-t-elle. Je ne savais pas quoi croire. Moi non plus, ai-je répondu, glacé. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux brillaient, mais, elle ne pleurait plus. Tu n'es pas revenu pour la vérité, ai-je dit. Tu es revenu parce que tu as tout perdu. Elle s'est recroquevillée. Ça faisait mal. Et c'était censé faire mal. Je me suis penché en avant, voix neutre. Je sais pour ton divorce. Je sais que ta famille t'a tourné le dos. Que ta mère a dit que c'était un vieux scandale et t'a dit de passer à autre chose. Je sais que Jared a été exposé pour cette histoire à l'école. Et que l'entreprise de Marco a fait faillite. Je sais, parce que je me suis tu. Et pendant que je me taisais, la vérité a pris des jambes. Et elle a marché toute seule. Sa bouche tremblait, mais elle ne disait rien. Tu n'es pas revenu par remords, ai-je continué. Tu es revenu parce que tu avais besoin de quelque chose. Pour te sentir propre à nouveau. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, ai-je répondu. Et c'est pas grave. Je ne suis pas en colère pour ça. Je vais juste pas te donner ce que tu es venu chercher. Elle me regarda, confuse. Et qu'est-ce que tu crois que je suis venu chercher, demanda-t-elle. La rédemption, ai-je dit. Une clôture. Peut-être même un pardon. Je me suis arrêté. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Pas pour toi. Pour moi. J'avais besoin de pardonner. Sinon, je n'aurais pas survécu. Mais le pardon, ce n'est pas la réconciliation. Ce n'est pas une accolade. Ce n'est pas un tapis rouge. C'est juste le moment où j'ai arrêté de porter tes fautes comme si c'étaient les miennes. Ses épaules tremblaient. Elle a couvert son visage avec ses mains. Et, pendant un instant, elle est juste restée là. À s'effondrer. Sans maquillage. Sans public. Sans mise en scène. Juste une femme. Ensevelie sous ses propres erreurs. Quand elle a relevé les yeux vers moi, sa voix était plus basse que jamais. Tu crois qu'un jour, on pourrait réparer ça? J'ai penché la tête. Et j'ai souri. Pas avec colère. Juste avec la vérité. Non, ai-je dit. Elle hocha lentement la tête. Je comprends, murmura-t-elle. Je le mérite. Personne ne mérite d'être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, dis-je fermement. Mais j'ai survécu quand même. Les gens font des erreurs. Le problème, c'est que tu as fait le tien, et tu m'as laissé en payer le prix, seul. Nous sommes restés assis là encore 1 minute. Pas un mot. Juste la respiration. L'espace. Et toutes ces choses invisibles qui ont vécu entre nous trop longtemps. Elle s'est finalement levée, a réajusté son manteau. Je vais partir maintenant, dit-elle.
J'ai simplement hoché la tête. Prends soin de toi, dis-je. Elle a ouvert la porte et s'est retournée une dernière fois. J'espère que tu trouveras le bonheur, dit-elle. Je l'ai déjà trouvé, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Elle est partie. Sans supplication. Sans promesse. Sans histoire tordue. Juste la vérité, et le silence. Et l'homme qui avait survécu aux deux. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là, sur mon porche, le lendemain. Mais quand je suis finalement sorti, elle était déjà assise sur le banc, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux comme une enfant attendant son jugement. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur l'allée de gravier menant de mes marches à la rue. Je suis resté debout à la porte, l'air du matin encore frais de la brume nocturne. Les oiseaux chantaient là-haut. La ville commençait à se réveiller. Des joueurs de foot matinaux, des travailleurs du port criant leurs salutations au-dessus de l'eau. Mais tout ce que je pouvais entendre, c'était le silence entre nous. Ce vieux silence familier. Celui qui autrefois réconfortait, mais qui maintenant s'étirait, tendu, comme un fil entre deux falaises. Elle a finalement levé les yeux. Et quelque chose avait disparu de son regard. De l'orgueil. Peut-être de l'espoir. Peut-être le dernier morceau de l'histoire qu'elle s'efforçait de garder en vie dans son esprit. Je l'ai entendu, dit-elle. Je n'ai pas répondu. Elle continua, la voix plus basse. J'ai écouté sa voix, encore et encore. Je pouvais voir ce qu'elle ne voulait pas dire. Et ça, d'une certaine manière, me faisait encore plus peur. Ça ne ressemblait pas à elle, dit-elle presque en chuchotant. Et c'est ça qui m'a le plus terrifié. Ce que j'entendais là n'était plus la version d'Alina que je connaissais. Ou peut-être que c'était la seule version réelle d'elle. Et je n'avais jamais voulu voir ça. J'ai fait un pas en avant, mais je ne me suis pas assis. Je ne lui devais pas de réconfort. Je ne me devais qu'à moi-même une conclusion. Elle a regardé le plancher en bois, comme si elle se rappelait quelque chose de lointain. Elle riait, dit Tessa à voix basse. Juste en riant, comme si elle avait réussi le tour le plus intelligent du monde. J'ai hoché lentement la tête, parce que pour elle, c'était exactement ça. Elle m'a enfin regardé, et son visage, mon Dieu, son visage. Portait des années. Des années de déni. A avalé un mensonge si profond qu'il était devenu une partie d'elle. Et maintenant, ce mensonge avait été découpé, chirurgicalement, par la vérité. Et tout ce qui restait, c'était du tissu cicatriciel. Elle a dit qu'elle l'a fait parce que tu l'as regardée comme si elle n'était rien. Elle était en colère parce que je ne voulais jamais de son attention. J'ai simplement dit. Elle a confondu la simple décence avec du rejet. Elle a voulu me punir de ne pas être ce qu'elle avait besoin pour se sentir spéciale. Tessa ferma les yeux. Elle me détestait aussi, dit-elle. Je le sais, je crois que c'est ça que je ne voulais pas accepter. Que ce n'était pas seulement à propos de toi. C'était à propos de nous deux, de ce que nous avions, de ce que nous représentions pour elle. C'est possible, ai-je dit. Mais ça ne change pas ce qu'elle a fait. Ni ce que tu as fait ensuite. Elle frissonna. Et je vis sa poitrine se soulever alors qu'elle prenait une respiration lente. Je me demande, murmura-t-elle. Si elle n'avait jamais avoué. Si cet enregistrement n'avait jamais existé. Est-ce que je l'aurais su? Est-ce que j'aurais continué à vivre avec cette version de toi qu'elle avait peinte? La version que j'ai contribué à rendre réelle? C'était ça, la question, non? Et je le savais à la façon dont elle l'avait dite. Elle connaissait déjà la réponse. Tu es revenu parce que l'illusion s'est effondrée, ai-je dit. Pas parce que tu cherchais la vérité. Tu es revenu parce que tu n'avais plus rien à quoi t'accrocher. Elle ne contesta pas. Je me souviens, dit-elle, la voix plus forte maintenant. Du jour où tout est arrivé. Je le rejoue sans cesse dans ma tête. Tu tenais un café. Tu avais l'air calme, confus. Mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là. J'ai juste vu un problème à régler. Et ce problème, c'était toi. J'ai regardé l'eau, là-bas, au port. La lumière du matin commençait à briller sur les vagues. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas à propos de la trahison, dis-je lentement. Ce n'est pas juste le mensonge. Ce n'est même pas l'accusation. C'est la vitesse.
La rapidité avec laquelle quelqu'un décide que tu es coupable. Avec laquelle il jette tout ce que tu as été pour eux. C'est ça qui te brise. Elle acquiesça, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Et cette fois, elle ne les essuyait pas. Je t'ai détruit, dit-elle encore, presque inaudible. Je ne l'ai pas contredite. Je ne l'ai pas consolée. Parce que parfois, les gens ont besoin de s'asseoir au milieu du chaos qu'ils ont créé. Je me suis convaincu pendant si longtemps que ce n'était peut-être pas si grave, poursuivit-elle. Que c'était peut-être juste une erreur. Mais entendre sa voix se moquer, si fière de ce qu'elle avait fait. Ça a détruit toutes les défenses que j'avais construites pour me protéger. Elle se leva lentement, comme si le poids de sa confession l'écrasait tout entière. Je ne suis pas ici pour réparer quoi que ce soit, dit-elle. Je sais que ce n'est pas possible. Je ne suis pas ici pour te demander pardon non plus. Je ne le mérite pas. J'avais juste besoin de te regarder dans les yeux après avoir entendu cet enregistrement. Parce que j'avais besoin que tu vois que maintenant, je sais. Je l'ai regardé, vraiment. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas la femme que j'avais aimée. Ce n'était pas l'épouse qui riait de mes tentatives désastreuses de cuisiner ou glisser ses pieds glacés sous mes jambes la nuit. Cette femme était partie le jour même où le mensonge était né. La femme devant moi était une étrangère qui avait traversé le feu, ces mots, et en était sortie brûlée. Mais peut-être, enfin, honnête. Il n'y a plus rien à reconstruire, dis-je. Elle acquiesça. Je sais. Elle descendit du perron et se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que la vie que tu t'es construite maintenant t'apporte la paix. Parce que tu la mérites, Adrien. J'ai laissé son nom flotter un moment dans l'air avant de répondre. Elle me l'apporte, dis-je simplement. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte derrière moi. Sans colère, sans rancune, juste, une fin. Il n'y aurait pas d'amour ravivé, pas d'excuses théâtrales, pas d'étreinte sous la pluie. Ce que l'enregistrement avait révélé, ce n'était pas seulement le mensonge d'Alina. Il avait révélé ce qui avait toujours existé entre nous. Le doute, la distance. Un type d'amour qui s'effondre au premier choc, parce qu'il n'a jamais été assez solide pour survivre à la vérité. Et moi, j'avais survécu sans elle. Sans aucun d'eux. Parce que parfois, la seule façon de récupérer ton nom, c'est d'arrêter de demander aux autres de bien l'écrire. Je pensais qu'après l'enregistrement, après la confrontation finale, ce serait la dernière fois que je la verrais. J'imaginais qu'elle retournerait au décombre de son ancienne vie, disparaîtrait dans le chaos qu'elle avait contribué à créer, et voilà. Mais Tessa n'est pas partie. Elle est restée. Pas chez moi, même pas dans ma rue, mais dans la ville. D'abord, elle a loué une petite chambre chez la propriétaire de la pension, qui l'a aidée à s'installer. Ensuite, elle a loué un espace chez Clara, au hangar des filets, qui l'a vu acheter des provisions avec les mains tremblantes. Je ne suis pas allé la voir. Je n'ai pas demandé pourquoi elle était restée. Je ne voulais même pas le savoir. Mais j'ai remarqué. Elle ne marchait pas la tête haute. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement du silence, comme quelqu'un qui essaie de ne pas déranger l'air autour d'elle. Elle a commencé à faire du bénévolat à la clinique municipale, à aider au nettoyage de la plage après les tempêtes, puis à donner des cours de soutien aux enfants après l'école. Je l'observais de loin, pas par curiosité pour une éventuelle rédemption. Mais parce qu'une partie de moi essayait de comprendre pourquoi je ne ressentais plus de colère. Elle n'a pas essayé de se rapprocher de moi. Elle n'a plus frappé à ma porte. Elle s'est juste glissée dans le monde que j'avais construit avec soin, en silence. Comme si elle savait qu'elle marchait sur quelque chose de fragile et sacré qui ne lui appartenait pas. Au début, les habitants ne savaient même pas qui elle était pour moi. Et elle ne l'a pas dit. Mais dans une petite ville, la mémoire est longue et les chuchotements encore plus. Certains ont fait le lien. Certains sont venus me parler en privé. Ça te dérange, qu'elle soit là? Ma réponse était toujours la même. Elle n'est pas à moi pour que je puisse la faire partir. Elle est juste là. Il hochait la tête. Et c'était tout. Un après-midi, je l'ai vue au marché. Elle tenait un sac de pommes à la main, riant doucement avec une des dames qui vendait du miel. Le soleil frappait ses cheveux, et pendant une seconde, un souvenir de celle qu'elle avait été un jour a traversé mon esprit. Mais c'est passé. Elle m'a vu. Et au lieu de me faire signe ou de sourire, elle a juste hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. C'était notre nouveau langage.
Sans mots, sans plaies ouvertes. Juste une reconnaissance. Comme deux voyageurs qui, un jour, ont partagé le même chemin. Mais qui suivent maintenant des directions opposées. Les semaines ont passé. Puis les mois. Elle est devenue une partie de la ville comme moi. En la méritant. Sans rien demander. Juste en faisant ce qu'il fallait faire. Les gens ont cessé de poser des questions sur elle, et sont revenus à me parler de mon travail. Les clients ont augmenté. J'ai embauché un 3e développeur. J'ai acheté de meilleurs équipements. J'ai même commencé à donner des conférences à l'université locale sur l'identité numérique et la résilience en ligne. Je ne parlais jamais de mon passé. Mais chaque mot venait de lui. Et malgré tout, dans les nuits silencieuses, je n'arrivais pas à me débarrasser de la douleur d'une seule question. Serait-elle revenue, si Alina n'avait pas avoué? La réponse pesait toujours dans mon ventre comme une pierre. Non. Elle ne serait pas revenue. Son retour ne venait pas de la foi. Il venait des ruines. Et le pardon, aussi noble soit-il, ne répare pas ça. Je pouvais lui pardonner d'avoir été humaine. D'avoir été naïve. Pour avoir pris une décision sous pression. Mais je n'arrivais pas à oublier que, quand tout s'est effondré, elle m'a laissé tomber en premier. Elle a choisi de croire un mensonge plutôt que l'homme qui la tenait dans ses bras les pires nuits. L'homme qui avait pris soin de sa mère quand elle s'était fracturé la hanche. Celui qui dessinait des cartes du monde avec ses doigts sur son dos et rêvait les yeux fermés. Je ne ressentais plus de haine. Mais je ne faisais plus confiance non plus. Et la confiance, c'est quelque chose que le pardon ne peut pas reconstruire. Un après-midi, alors que le soleil se cachait derrière le phare, elle s'est approchée pendant que je fermais l'atelier. Le ciel était d'un violet meurtri, et les vagues léchaient doucement le quai. « Ça te dérange ?» demanda-t-elle, en désignant le banc en bois près des marches. J'ai haussé les épaules. C'est un banc public. Elle s'est assise à côté de moi, pas trop près. Je ne cherche pas à te reconquérir, dit-elle à voix basse. Je sais, répondis-je. Je voulais juste te remercier. Ça m'a surpris. Pourquoi? De ne pas avoir dit à tout le monde qui j'étais. De m'avoir laissé exister ici sans traîner ton histoire attachée à moi comme des chaînes. Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai vu la différence entre des excuses et la responsabilité. Elle n'était pas là pour être pardonnée. Elle était là pour porter un poids qu'elle aurait dû porter depuis longtemps. Je ne suis pas resté silencieux pour toi, dis-je. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de paix. Et répéter les pires moments de ma vie à des inconnus ne m'aurait jamais apporté ça. Elle hocha la tête, comprenant. Je ne t'ai jamais demandé ce jour-là, quand je t'ai frappé, quand tout a commencé. Elle hésita, cherchant ses mots. Qu'est-ce que tu allais dire, avant que tout parte en vrille? Je regardais la mer. J'allais demander ce qu'elle racontait, bon sang, répondis-je. C'était tellement absurde, tellement hors contexte, que j'ai cru que c'était une blague. J'étais sous le choc. C'est tout? Je n'ai même pas eu la chance de me défendre. Tessa détourna le regard, honteuse. Et au lieu de me poser une question, poursuivis-je. Tu m'as frappé. Tu les as laissés me traîner dehors. Tu as laissé faire. Je sais, murmura-t-elle. Et tu vas devoir vivre avec ça, dis-je. Pas parce que je veux que tu souffres. Mais parce que c'est la conséquence. C'est l'écho de choix qu'on ne peut pas défaire. Je vis avec ça, dit-elle. Chaque jour. On est resté en silence encore un moment. Et puis, alors que le ciel s'assombrissait, elle se leva. Ce sera la dernière fois que je te parle directement, dit-elle. J'avais besoin de dire ces choses. Mais je respecterai l'espace que tu as construit. Je n'interviendrai plus. J'ai hoché la tête. Et alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai dit une dernière chose. Tu fais du bon travail à la clinique. Elle s'est arrêtée, s'est légèrement tournée et a souri. Merci. Puis elle a marché vers la brume du soir et ne s'est pas retournée. Et moi, je suis resté assis sur le banc, à écouter le vent, le va-et-vient des marées, le grincement du quai. J'ai repensé à tout ce qu'on avait vécu. Au mensonge. À la chute. Au retour. Et j'ai compris quelque chose d'important. La clôture ne vient pas avec de grandes excuses ni des fins bien ficelées. Elle vient par morceaux. Dans un regard échangé au marché.
Dans un silence partagé. Dans une distance maintenue non par colère, mais par sagesse. Le pardon peut apaiser l'air. Mais il ne reconstruit pas les ponts. Et parfois, la paix, c'est simplement savoir qu'on n'a plus besoin d'essayer. Je n'ai jamais voulu de vengeance. Pas vraiment. C'est un mot confus, gonflé d'amertume, rempli d'une énergie que je n'avais plus à donner. Je ne voulais détruire personne. Je ne voulais pas qu'il ressente la douleur que j'avais ressentie. Je voulais juste que la vérité éclate. Et je l'ai laissé éclater. Ça a commencé un mardi après-midi silencieux. La brume couvrait les quais, engloutissant l'horizon dans un silence gris et épais. J'étais à mon bureau, en train de boire un café tiède, de consulter un forum sur la cybersécurité pour les petites entreprises, quand j'ai vu une histoire en tendance dans l'une des discussions. Une fausse accusation détruit la vie d'un homme jusqu'à ce que la vérité éclate. J'ai cliqué machinalement. Mais ce que j'ai vu n'était pas une coïncidence. C'était mon histoire. Publiée anonymement. Sans nom. Sans photo. Juste les détails, effroyablement précis. Sur un homme accusé par sa belle-sœur d'être le père de son enfant. Trahi par sa femme et sa famille. Passé à tabac, licencié, isolé. Jusqu'à disparaître, tout recommencer. Et découvrir plus tard que tout cela était un mensonge. Et à la fin du post, il y avait un fichier audio. La voix d'Alina. Sa confession, pleine d'arrogance. J'ai dit qu'il avait fait ça parce qu'il détestait que tout le monde le trouve parfait. Il me regardait comme si je n'étais rien. Alors je l'ai fait devenir rien. Mot pour mot. Le même enregistrement que j'avais gardé pendant plus de 2 ans. Je ne l'avais pas publié. Mais je savais qu'il avait fait. Tessa. Elle a dû le copier après que je lui ai remis l'original. Peut-être que c'était sa façon d'essayer de réparer les choses. Ou peut-être qu'elle ne pouvait plus porter ce poids toute seule. Quoi qu'il en soit, Internet l'avait maintenant. Et on ne pouvait plus revenir en arrière. En quelques heures, l'histoire s'est répandue. Des blogs ont commencé à en parler. Les forums ont commencé à décortiquer l'affaire. Les gens débattaient en commentaire, vrai ou faux. Mais peu importait. La voix était réelle. La confession, aussi. Et bientôt, les gens ont commencé à relier les points. Ça n'a pas pris longtemps. Les murmures sont revenus, mais cette fois, ils ne parlaient pas de moi. Cette fois, ils visaient ceux qui avaient voulu m'enterrer. Alina a perdu son emploi dans une agence de relations publiques de taille moyenne. Le PDG a publié un communiqué officiel. Nous ne tolérons aucun comportement portant atteinte à la dignité d'autrui. Elle a disparu des réseaux sociaux en moins d'une semaine. Jared, le frère de Tessa et ancien coach de football au lycée, a démissionné après une plainte anonyme faisant état de violences physiques, sur la base d'accusations non fondées. Quelqu'un a divulgué la vidéo où il me traînait par le col en dehors de la maison. La vidéo est revenue comme une malédiction. Héloïse, leur mère, siégeait au conseil d'administration d'une ONG locale soutenant des refuges pour femmes. Quand ces propos publics ont refait surface, certains hommes sont des loups déguisés en famille, dit avant même toute enquête, on l'a invité à se retirer. Ils ne sont jamais passés devant un tribunal. Mais ils ont affronté un jugement bien plus redoutable. Le tribunal de la vérité publique. Sans avocat. Sans marteau. Juste leur reflet dans le miroir d'un monde qui avait tourné la page, et qui ne voulait plus d'eux. Et moi? Je suis resté silencieux. Je n'ai rien confirmé. Je n'ai rien nié. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas attisé les flammes. J'ai juste continué à vivre. À travailler. À construire la vie qu'ils pensaient pouvoir détruire. Les gens de la ville ont commencé à me regarder autrement. Pas avec pitié. Mais avec respect. J'ai lu un truc en ligne, m'a dit un homme à la marina. Il n'y avait pas de nom, mais, si ce ne serait-ce qu'à moitié vrai, je suis désolé pour ce que vous avez vécu. J'ai acquiescé. C'était tout ce dont j'avais besoin. Une femme au café a déposé un croissant et un café sur ma table. C'est offert par la maison, a-t-elle dit. Ma vie n'a pas changé du tout au tout. Mais elle est devenue plus légère. Comme si je marchais enfin avec le vent, et non plus contre lui. Tessa ne m'a pas parlé pendant tout ce temps, mais je la voyais. Tête baissée. Travaillant à la clinique. Vie discrète.
Je ne pouvais qu'imaginer ce que ça faisait de voir sa propre famille s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'on avait longtemps ignorée. C'est elle qui avait allumé le feu. Mais elle ne s'était pas détournée. Elle était restée dans les cendres. La fumée lui piquait les yeux. Elle n'avait pas demandé de compassion. D'une certaine façon silencieuse, je respectais ça. Un matin, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'expéditeur. Pas d'écriture manuscrite. Juste quelques mots tapés à l'ordinateur, sur une feuille blanche immaculée. Tu n'avais pas besoin de faire les choses comme tu l'as fait. Mais tu l'as fait. Tu as laissé la vérité respirer au lieu de t'en servir comme une arme. Je ne mérite pas ta bonté. Mais merci de ne pas nous avoir détruits quand tu en avais parfaitement le droit. Je le comprends maintenant. J'ai plié la feuille et l'ai rangée dans le tiroir avec les autres. Pas parce que j'avais besoin de la relire. Mais parce que je voulais me souvenir. Parfois, la justice ne vient pas avec fracas. Elle vient dans le silence. Dans une vérité impossible à nier. Et parfois, cela suffit. Beaucoup pensent que la justice est bruyante. Qu'elle réclame une scène, un verdict, une foule debout. Mais ce que j'ai appris durant ces semaines, c'est ceci. La justice peut être un murmure. Un post en ligne. Un enregistrement libéré. Un simple hochement de tête de quelqu'un qui avait douté de vous. La justice ne punit pas toujours. Parfois, elle se contente de révéler. Et une fois révélée, les gens ne peuvent plus détourner le regard. Ils doivent vivre avec ce qu'ils voient. C'est ce qui est arrivé à Alina. À Héloïse. À Jared. Ils n'ont pas été arrêtés. Ni condamnés à une amende. Mais le monde les a vus. La vérité les a vus. Et surtout, ils se sont vus eux-mêmes. Un soir, peu avant la fermeture, un adolescent est entré dans mon atelier. Il devait avoir 17 ans. Nerveux, agité, passant d'un pied sur l'autre. « C'est toi le gars qui a construit le bloc de vérité ?» a-t-il demandé. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Il a bafouillé. Cette histoire en ligne, le mensonge, le type qui disparaît, mais revient plus fort. C'est toi, hein? Je n'ai pas répondu. Mais je n'en avais pas besoin. Il a hoché lentement la tête. Je voulais juste dire que cette histoire m'a beaucoup aidé. J'ai failli abandonner cette année. Les gens croyaient que j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait. Et j'ai commencé à y croire moi aussi. Il a sorti quelque chose de son sac. Un carnet de croquis. Ma prof nous a demandé de dessiner quelque chose qui nous redonne de la force. J'ai dessiné ça. Il m'a montré une page. Un homme sans visage, debout au milieu de la tempête, des éclairs derrière lui, les pieds bien ancrés au sol. La légende disait, la vérité ne recule pas. Je l'ai regardé longtemps. Puis je me suis levé, lui ai serré la main et j'ai dit. Accroche-toi à cette force. Ne les laisse jamais réécrire qui tu es. Il est parti avec un sourire. Et je me suis assis à mon bureau, envahi par une sérénité étrange, presque douce. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi je n'avais jamais publié l'enregistrement moi-même. Pourquoi j'avais attendu. Pourquoi j'avais reconstruit avant tout. Parce que la justice, ce n'est pas seulement qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. C'est que toi, tu saches qui tu es. Peu importe ce qu'ils ont dit. Il existe deux types de personnes dans le monde. Celles qui sont façonnées par ce qu'elles vivent. Et celles qui choisissent qui elles deviennent après. Je croyais faire partie des premières. À l'époque, je m'efforçais d'être bon, fiable, utile. Je pensais que si j'aimais assez, donnais assez, pardonnais vite. Les gens autour de moi finiraient par me voir. Qu'ils resteraient à mes côtés. Mais quand la tempête est arrivée, ils n'ont pas serré ma main. Ils l'ont lâchée. Et je suis tombé. Mais le truc avec la chute. Parfois, on atterrit sur du solide. Sur soi-même. Aujourd'hui encore, je me lève tôt. Pas parce que je suis hanté. Mais parce que j'aime le silence avant que la ville ne s'éveille. Je prépare mon café lentement. Je regarde la brume matinale glisser sur le port. Je ne prends pas mon téléphone tout de suite. Je ne lis pas les gros titres. Je ne cours pas après les nouvelles. Je m'assois simplement, je respire. Et je me rappelle. La paix ne vient pas des alertes de dernière minute.
Elle vient de l'absence de besoin d'être vue. Je marche jusqu'en ville la plupart des matins. Pas parce que j'en ai besoin. Mais parce que j'en ai le droit. Les gens me saluent maintenant. Des saluts simples. Sans méfiance. Sans jugement. Il m'a fallu des années. Mais je l'ai gagné. Pas en prouvant mon innocence. Ni en criant ma version de l'histoire. Mais en vivant d'une manière qui rendait le mensonge sans importance. Parfois, je passe devant la clinique et j'aperçois Tessa derrière la vitre. Souvent penchée sur un clipoar ou en train de s'occuper d'un enfant. De temps en temps, nos regards se croisent. Et quand ça arrive, on se salue. Rien de plus. Rien de moins. Elle a tenu sa promesse. Elle n'a jamais franchi la ligne à nouveau. Jamais cherché à me parler. Jamais tenté de transformer ça en autre chose. Et je l'ai respectée pour ça. Plus que pour n'importe quelle excuse qu'elle aurait pu faire. Je sais que sa famille s'est éparpillée. Alina a déménagé dans une autre ville. Changé son nom sur les réseaux. Essayé de se réinventer. Mais on ne peut pas fuir son reflet. Pas pour toujours. Jared enseigne à mi-temps, d'après ce que j'ai entendu. Héloïse passe la plupart de ses journées à voyager. Peut-être à la recherche d'endroits où personne ne reconnaît son visage. Et moi? Je suis resté. J'ai construit. Aujourd'hui, je possède 3 immeubles en ville. J'en ai loué un à un couple qui a lancé un studio de podcast. Un autre à un fournisseur d'équipements nautiques. Mon entreprise de tech fonctionne presque entièrement en ligne maintenant. Avec des clients dans 6 pays et ça continue de grandir. Je ne me suis jamais trop promu. Je n'en ai pas eu besoin. Le travail parle. Tout comme la vérité a parlé. Mais voilà ce que personne ne t'apprend quand ta vie brûle jusqu'au sol. La guérison n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des banderoles, des tonnerres ou des applaudissements. Elle est silencieuse, subtile. Elle se manifeste dans les instants ordinaires. Boire du thé en codant. Choisir une nouvelle chaise pour le bureau. Aider un inconnu à monter des cartons dans un escalier. Un après-midi, environ 1 an après que l'histoire ait explosé en ligne. Une école locale m'a contacté. Ils organisaient un programme jeunesse sur l'éthique numérique et la résilience. Ils m'ont demandé d'intervenir. Pas parce qu'ils connaissaient mon histoire. Mais parce qu'ils voyaient la vie que j'avais bâtie. Et pensaient qu'elle pouvait inspirer les élèves. J'ai accepté. Quand je suis entré dans la salle, une douzaine de jeunes visages me fixaient. Certains anxieux. D'autres ennuyés. Quelques-uns seulement curieux. J'ai raconté mon parcours. Version édulcorée. Je n'ai pas parlé de trahison, ni de diffamation. J'ai parlé de recommencement. De tout perdre. Et choisir d'apprendre au lieu de s'effondrer. Un garçon m'a demandé. Comment on fait pour arrêter de haïr ceux qui ont ruiné notre vie? J'ai souri. On n'arrête pas, ai-je répondu. On arrête juste de leur faire de la place dans notre tête. On arrête de porter leurs actions comme si elles faisaient partie de notre identité. On devient si grand. On bâtit quelque chose de si plein. Qu'il ne rentre plus dedans. Il a acquiescé, comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Peut-être qu'un jour ces mots prendront sens pour lui. Ce soir-là, je suis resté sur le balcon, une tasse de cidre chaud entre les mains, à regarder le ciel. Sans nuages. Juste des étoiles. 1000 lumières silencieuses clignotant au-dessus de moi, indifférentes à tout ce qui se passait en bas. J'ai pensé à l'homme que j'étais autrefois. Celui qui est resté figé dans sa cuisine, hébété, une tasse de café à la main. Voyant sa vie s'écrouler à cause d'une phrase inventée par quelqu'un d'autre. Je ne le reconnais plus. Il était trop gentil. Trop avide de plaire. Il croyait que l'amour était quelque chose qu'on lui devait. Et non quelque chose qui se mérite. Et maintenant? Maintenant je suis intentionnel avec mon temps. Avec ma confiance. Avec mon silence. Il y a quelques mois, Tessa m'a demandé. Avant de me laisser partir pour de bon. Tu penses qu'on pourrait retrouver un chemin? Ce jour-là, je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de la regarder. Mais si elle me le demandait aujourd'hui, je lui dirais ceci. Cet homme avec qui tu étais marié? Il n'existe plus.
Il a cessé d'exister l'instant où tu l'as giflé sans poser une seule question. L'homme qui est là aujourd'hui. Il ne fait plus partie de ton histoire. Il en a écrit une nouvelle. Les gens croient que survivre, c'est la fin. Mais survivre, ce n'est que le début. Parce qu'une fois que tu réalises que tu peux survivre même en étant effacé, tu commences à te demander ce que tu pourrais devenir. Si tu cessais d'essayer d'être acceptable. Et que tu commençais à être vrai. Vrai envers toi-même. Avec ta propre voix. Avec ta propre valeur. Je ne vis plus pour la validation. Je vis pour cette version de moi. Qui a failli disparaître. La version qui a ramassé les morceaux dans le noir. Et appris à les façonner en quelque chose de nouveau. Je m'appelle Adrien Miles. J'ai été accusé. Battu. Effacé. Abandonné. Mais je ne suis pas resté enterré. Je suis revenu. Pas pour prouver quelque chose. Ni pour me venger. Mais pour choisir qui je voulais être. Sans avoir besoin de la permission de personne. Et cette fois, le seul nom auquel je réponds, c'est le mien. En entier. Avec fierté. Sans m'excuser. Commentaire Monsieur Reddit. C'est fou comme il suffit de 4 mots et d'un coup de poing pour ruiner une vie. Mais bon, reconstruire dans le silence, c'est pas assez spectaculaire pour faire le buzz, hein? Si vous pensez que la vérité mérite plus qu'un simple murmure, laissez un like, commentez, et abonnez-vous. Parce que parfois, c'est tout ce qu'un amas.